Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans filtre. Nous sommes à Rouen aujourd'hui pour parler d'un thème qui est évidemment au cœur de l'actualité de tous les parents, des enfants, des collégiens, des lycéens, le harcèlement et la violence à l'école. Je suis avec Magali Nicolin, ma consoeur d'ici Normandie. Pourquoi avoir choisi Rouen ? Oui, Michel, la métropole de Rouen, c'est 507 000 habitants, avec un centre historique dans lequel nous sommes, cette rue du Gros Horloge, qui mène à la cathédrale, qui a été immortalisée par Claude Monet, une rive droite commerçante, un peu cossue, un peu riche, un peu chic, et puis de l'autre côté de la Seine, une rive gauche avec des quartiers plus populaires, plus pauvres aussi, il faut bien le dire. Mais on se rend compte, Michel, que les deux rives, elles sont concernées de la même façon par la violence scolaire, par le harcèlement. Dernier événement en date, il s'est produit dans un établissement qui est à quelques rues d'ici, juste avant l'été. Je vais vous y emmener. Donc Magali, là, on est devant le collège Fontenelle qui a défrayé l'actualité avant l'été. Oui, ce collège Fontenelle, Michel, c'est un collège de centre-ville, un peu plus de 900 élèves. Juste avant les grandes vacances, une élève de 4e a introduit un couteau dans cet établissement. Elle a été convoquée par le conseil de discipline qui n'a pas prononcé l'exclusion définitive de cette élève. Alors, ça a suscité beaucoup d'émoi de la part des enseignants et du corps enseignant. Alors, ils se sont mis en position de retrait, d'autant que le contexte national était déjà très crispé sur la question. Exactement, on s'en souvient, 15 jours avant, une surveillante avait été poignardée par un élève de 14 ans devant un collège en Haute-Marne, à Nogent exactement. Donc effectivement, vous l'avez dit, les enseignants ont exercé leur droit de grève. Ils se sont mis en retrait de l'éducation nationale pendant une journée. Alors, c'est ces thèmes-là, la violence à l'école, les armes qui pénètrent dans les établissements scolaires, le harcèlement dont beaucoup d'enfants sont victimes, c'est ces thèmes-là que nous allons aborder dans une autre école, l'école Rosa Parks. On y va! Et nous voilà à l'intérieur de l'école Rosa Parks avec nos invités qui se présenteront au fur et à mesure avec des enfants, les premiers concernés par les thèmes dont il va être question dans cette émission. On va, comme je vous le disais tout à l'heure avec Magali, on va parler du harcèlement, plutôt dans la deuxième partie. On va d'abord commencer par ce qui secoue l'actualité, j'allais dire, quasiment tous les jours, c'est la violence à l'école. On va peut-être commencer par vous, Carole, puisque vous êtes proviseur de lycée dans le 13e. Vous avez été longtemps en Seine-Saint-Denis. C'est votre quotidien de gérer et d'anticiper et d'éviter en effet que des cas comme ceux que je viens d'évoquer ne surviennent. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, cette violence, elle s'exprime davantage et puis elle est de plus en plus spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des événements gravissimes qui se sont produits dans certains établissements scolaires, allant jusqu'à des victimes, enfin jusqu'à des meurtres, soit d'enseignants, soit, comme on l'a vu cette année, d'une surveillante. Donc oui, on a à faire face à ces problèmes de violence dans les établissements scolaires, mais notre métier, en qualité de professionnel de l'éducation, c'est de faire de l'information, de la prévention, d'échanger avec les élèves, de faire ce qu'on sait faire en fait. Voilà. Et il faut aussi nous faire confiance. On peut faire. Un CPE, c'est celui qui fait face aux élèves, j'allais dire au quotidien, qui les écoute, qui les entend. Est-ce que les CPE aujourd'hui ont les moyens d'agir ou de réagir? Aujourd'hui, non. Non. Moi, à titre personnel, j'estime que nous n'avons pas les moyens d'agir concrètement contre la violence. Concrètement, on fait ce qu'on peut dans la mesure où on mobilise 2 assistants d'éducation. On est tous très mobilisés pour veiller à ce qu'il y ait un bon climat scolaire, à ce que tout se passe bien dans les établissements. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a des agressions et contre ça, nous, on n'a pas les armes pour se prévenir contre ces agressions de personnel. Alors, des élèves qui apportent des armes au lycée, on en a parlé dans le lancement de l'émission, c'est arrivé au collège Fontenelle où on était tout à l'heure. Toi, tu es élève dans ce collège. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière et comment tu l'as vécu toi ?
Bah oui, en fait, surtout le matin, on n'a pas eu cours et on ne sait pas vraiment pourquoi il ou elle a fait ça et on ne le saura jamais. Et en fait, les profs ont fait grève parce que au conseil de discipline, c'était pas assez sévère, voilà. Et du coup, ils ont fait grève parce que quand tu ramènes une arme à l'école, ça doit être puni fort. Par exemple, être renvoyé. Là, surtout, elle a été renvoyée 3-4 jours et c'est tout. Donc, c'est pour cela que ils ont fait grève. Et on n'a pas eu trop de renseignements parce que c'est un peu secret, entre guillemets. Tu trouves ça normal ou t'aurais aimé qu'on t'explique mieux ce qui se passait, puisque au bout du compte, vous avez fini par le savoir? En fait, moi, parce qu'on ne comprenait pas au début pourquoi on n'avait pas cours. Et j'aurais préféré qu'ils nous expliquent pourquoi, parce que ma prof principale, après, est venue et nous a expliqué. Mais oui, au début, c'était un peu perturbant, quoi. Je comprends. C'est mon côté un peu Jacques Martin, là, de ce que je viens de faire. Et toi, ça t'a choqué qu'on fouille ton sac? Ou tu trouves normal? Déjà, je trouve pas ça normal de ramener une arme, mais je trouve ça, on va dire, normal, parce que j'en entends beaucoup parler autour de moi de ce genre de choses. Mais j'étais étonnée, le fait qu'on ouvre les sacs, qu'on nous demande, c'était pas habituel. Mais ça t'a pas choqué en soi? Non, pas du tout. Merci de ce témoignage. Et la petite? En fait, quand on a ramené une arme, il y a quelqu'un qui a ramené un truc quand on toussait, c'était électrique. Il y en a qui ont failli tousser parce qu'ils ont cru que c'était un jouet, mais à un moment, ils n'ont pas toussé parce que après ils ont vu que ça ressemblait pas à un jouet, donc ils avaient peur que... Et c'était quoi alors l'objet électrique? Je sais pas comment expliquer, ça ressemblait à quoi. D'accord. Mais du coup, vous avez eu un peu peur? Enfin, vous en avez parlé après avec vos profs? En fait, je l'ai dit et puis elle a dit tu vas au bureau parce que c'était pas normal de ramener quelque chose comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont failli tousser. D'accord. Merci aussi de ce témoignage. C'est le symptôme d'une école qui va mal, pour reprendre les propos de votre livre et de votre diatribe contre l'école. C'est le symptôme d'une école qui va mal et c'est le symptôme, on voit là la manifestation de l'absence de liberté des chefs d'établissement, puisque visiblement on ne peut pas exclure un élève pour pourtant d'excellentes raisons. C'est-à-dire qu'apporter une arme à l'école, ça devrait être, à mon sens, une exclusion définitive et ça devrait être ensuite aux parents de se débrouiller pour instruire leur enfant d'une autre manière. Les chefs d'établissement sont obligés de retrouver un établissement à l'élève qu'ils excluent. Donc de fait, entre guillemets, ils se refilent les élèves difficiles. Et pour moi, effectivement, c'est un... Et ce serait quoi la solution? Parce qu'on ne peut pas déscolariser les enfants. Alors, on les met où une fois qu'on les a repérés et exclus? Alors déjà, quand même, l'État français se met une balle dans le pied, dans le sens où nous sommes le pays d'Europe où la durée de scolarité obligatoire est la plus longue, de 3 ans à 16 ans. Il y a des pays dans lesquels la scolarité obligatoire commence à 6 ou 7 ans, des pays dans lesquels ça fonctionne très bien. Je pense à l'Estonie, à la Finlande, au Danemark, où on ne scolarise pas les enfants obligatoirement à 3 ans. On sait que pour certains enfants, l'obligation d'être à l'école dans des groupes de 30, 32, 35 élèves de maternelle, c'est déjà violent. Donc vous attribuez la violence à l'école à la scolarité précoce? Il n'y a pas beaucoup d'études de psychologues qui vous confirment. Des études très sérieuses et des professionnels de la petite enfance qui disent la même chose que moi. Oui, mais il y en a d'autres qui disent que la socialité précoce est plutôt quelque chose qui met les enfants dans un bain. Ce que je pense, c'est qu'on devrait revenir à un régime de liberté sur ce point-là. C'est-à-dire que les parents qui veulent scolariser leurs enfants à 2 ou 3 ans doivent pouvoir le faire. Ceux qui ne souhaitent pas le faire doivent être libres de les garder jusqu'à l'âge où ils doivent apprendre à lire et à écrire. C'est pas la cause de la violence à l'école. La cause de la violence à l'école, c'est que l'école, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est plus le sanctuaire qu'elle a peut-être été un jour. Je ne sais pas si elle a été un sanctuaire, mais aujourd'hui, l'école laisse entrer les maux de la société. Et c'est difficile pour des professeurs qui n'ont pas la liberté pédagogique, qui n'ont pas la liberté d'exclure, les chefs d'établissement non plus, de gérer des élèves objectivement parfois ingérables.
Votre voisine avait l'air pas d'accord. Non, mais moi, je suis professeure dans un collège d'éducation prioritaire et évidemment extrêmement attachée à la scolarité, non seulement obligatoire, mais à la scolarité précoce, parce que on peut effectivement penser que la violence s'introduit dans l'école. En réalité, la violence, elle est un peu partout et l'école, elle est malheureusement le reflet de la société, mais elle doit aussi être le creuset commun, elle doit aussi être ce qui permet justement de vivre ensemble. Et effectivement, moi, quand j'entends des discours sur le fait qu'au contraire, il faudrait que les enfants parfois ne soient pas scolarisés ou qu'on puisse s'en débarrasser. Forcément, ça fait partie des choses qui me choquent. C'est pas exactement ce que j'ai dit quand même. Il faut absolument et toujours être au contraire dans la prévention, dans la recherche de solutions. Et je crois que c'est pour ça que les collègues au quotidien sont dans les écoles et se battent pour justement permettre à chaque jeune de trouver cette solution. Il y a évidemment des problèmes qui doivent passer, ça a été rappelé tout à l'heure, par de l'accompagnement humain, par davantage de personnel dans les établissements, mais il s'agit évidemment que chaque enfant ait sa place à l'école et qu'on puisse y construire une société commune. Nicolas, le syndicat que vous représentez serait plutôt d'accord avec ce que Lisa a dit, et en même temps le prof que vous êtes doit être plutôt d'accord avec sa collègue, même si elle n'est pas du même syndicat. Oui. Donc démerdez-vous avec ouais, ça. Voilà, démerdez-vous. Non, nous on est pour scolariser les enfants. Voilà, il faut les scolariser, mais il faut aussi dans le même temps effectivement s'occuper des élèves qui posent problème, des élèves violents. Il est clair qu'il est anormal qu'un élève qui a introduit un couteau, qui est violent, puisse avoir juste 3-4 jours d'exclusion et retourner dans le même établissement. Il faut trouver une autre solution. Alors, pour nous, l'autre solution, c'est évidemment pas de le laisser chez lui. Hein. L'instruction, l'éducation par l'école est nécessaire. Donc, lui trouver un autre établissement. Alors on parle beaucoup des portiques à l'entrée des établissements pour visiblement beaucoup de gens sont... Alors des parents d'élèves par exemple, qu'est-ce que vous penseriez de portiques à l'entrée? Est-ce que ça vous semble réaliste? On aimerait vraiment que nos enfants soient en sécurité dans les établissements. Si c'était la solution miracle, j'ai envie de dire, faudrait partir là-dessus. Ça serait une sécurité aussi pour les enfants de rentrer dans un établissement, de couper les téléphones portables et de vraiment suivre les professeurs, et surtout que les professeurs aient un poids aussi au niveau de l'éducation pour que les élèves se sentent en sécurité. Il y a une intervention là-bas. Levez-vous et présentez-vous et dites ce que vous avez à dire. Bonsoir, je suis Madame Sadi Soumaya, je suis la vice-présidente du Collège Fontenelle. Les armes, vraiment, et les élèves, et le corps enseignant, les CPE, Non, récitez pas toute la liste de tous les personnels parce qu'il n'y aura que des sigles et on ne va pas s'y reconnaître. Tout le monde est en souffrance parce que si je peux me permettre, le problème n'est pas un problème tel ou tel, il a ramené un couteau. C'est quoi derrière? Nous, je profite par votre émission de faire appel à ce que les parents soient présents, qu'on voit les parents. Parce qu'il y a des parents qu'on ne connaît pas. De la 6e jusqu'à la 3e, on ne connaît pas des parents. Donc un enfant qui est en souffrance, qui se permet de ramener un couteau, il y a quelque chose derrière. Et très souvent, mais ça on le verra aussi sur les questions de harcèlement, plus les gens évoluent dans des milieux favorisés, plus ils s'investissent dans l'école, les parents d'élèves, et plus on va dans des milieux défavorisés. Il faut faire confiance au corps enseignant, à l'administration, travailler en transparence. Oui, mais est-ce que vous comprenez qu'une élève ayant été prise en flagrant délit d'une arme dans son cartable, qui n'écope que de 3 jours d'exclusion, les enseignants soient extrêmement choqués? On était aux côtés des professeurs, on ne comprenait pas, mais comme je vous ai dit, c'est le conseil de discipline qui a parlé. Même on a été loin avec l'académie, avec la rectrice, tout ça, mais on n'a pas eu gain de cause, c'était en vain. Le conseil de discipline a voté 6 par exemple qui disaient qu'elle reste avec sursis, 4 qui disaient il faut qu'elle parte. Donc c'est ça. La majorité. Merci de cet éclairage. Une réaction à ça, côté proviseur, comment adapter les sanctions à la fois dans leur vertu éducative et en même temps dans la nécessité de sanctionner et de sanctionner sévèrement?
dans nos règlements intérieurs, on stipule qu'il est strictement interdit d'amener une arme dans un établissement scolaire. Et effectivement, ça doit être sévèrement réprimé. On a un arsenal de sanctions possibles et que chacun doit utiliser à bon escient. Alors on va... Oui, non, mais moi, ce que j'entends de madame, c'est que le chef d'établissement n'est pas le chef d'établissement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas décider d'exclure un élève qui ne respecte pas le règlement. Vous rentrez dans une école, vous signez le règlement, vous respectez le règlement. Si vous ne respectez pas le règlement, le chef d'établissement doit pouvoir dire « vous allez dans une autre école ». Ou à partir de 16 ans, vous restez chez vous, ou vous faites une formation différente. Il n'y a pas de raison qu'un chef d'établissement soit obligé de s'en remettre à la collégialité de parents qui visiblement ne font pas en sorte que leurs enfants respectent le règlement. Ça me paraît incroyable. Sinon, on n'est pas chef d'établissement, il faut appeler ça autrement. Vous pouvez vous tourner vers elle puisque vous avez envie de la tacler. C'est ce qui se passe aussi dans la société. Quand quelqu'un commet un délit ou un crime, il y a un jugement. C'est pareil avec le conseil de discipline. Il y a une instance qui va décider d'une sanction. Mais nous avons le pouvoir de sanctionner puisque nous pouvons punir et sanctionner avec une exclusion inférieure à 8 jours. Donc quand on estime qu'il n'y a pas besoin, que la faute commise ne relève pas du conseil de discipline, on peut sanctionner jusqu'à 8 jours. On peut aussi, en fonction de la gravité de la faute, réunir un conseil de discipline qui, là, relève, c'est une instance qui relève du droit commun, donc qui doit respecter la loi et qui est très codifiée. Et effectivement, il y a des élus, des parents d'élèves, des enseignants, des personnels de l'établissement qui vont voter l'exclusion définitive ou non. Ça peut être une exclusion définitive avec sursis, sans sursis, d'1 an, de 2 ans. Voilà. Mais c'est exactement ce qui se passe lors d'un procès. La règle est la même, en fait. Lors d'un procès, le juge juge. Mais là, en l'occurrence, le conseil de discipline respecte les codes dont vous parlez, la loi, puisque vous dites que c'est un organe de droit commun, alors que l'enfant concerné, que je ne connais pas, je ne sais pas quel est son âge, ne respecte pas la loi. Donc en fait, on respecte la loi envers des gens qui, eux, ne respectent pas la loi. Oui, en général, il vaut mieux que les juges... Non, mais que les juges qui jugent les délinquants respectent la loi. Ce que j'entends de madame, c'est qu'elle déplore quand même que les parents ne fassent pas leur travail, entre guillemets. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui débarquent à l'école avec des armes sur eux? Et il y a une détresse des professeurs, il y a une détresse des autres enfants. Parce que finalement, ceux qui sont menés à quitter ces établissements, ce ne sont pas les fauteurs de troubles. Ce sont les autres enfants. On va en parler sur le versant harcèlement parce que c'est en effet un des vrais problèmes. Oh, il y a plein de mains qui se lèvent spontanément. Allez-y, madame. Alors, bonjour, merci d'avoir mis en place cette émission qui va nous permettre d'échanger et richement sur cette question-là, qui est la question de tous. Donc je vais me présenter, je suis Madame Elbir Nadia, je suis parent d'élèves élus à la FCPE. Par le métier, je suis éducatrice aussi, donc je suis très confrontée à la violence. Je la vis de près, en fait, au quotidien avec mon public. Et en fait, ce que je vois lors du conseil de discipline, c'est aussi la banalisation des armes blanches. Est-ce qu'un enfant ou un élève sait déjà, enfin, j'étais surprise de voir que la plupart du temps, ils ne savent pas que c'est quelque chose en fait de dangereux et qui peut être sévèrement sanctionné et par les établissements et par la loi. Donc, tu veux intervenir là? Attendez, je vais la laisser parler parce qu'elle levait la main. En fait, c'était pour parler des portiques. Parce que les armes blanches, c'est vrai qu'il y en a, par exemple, ils n'ont pas la notion de ce que c'est, du danger, et ils ramènent ça n'importe comment. Et par exemple, nous, au collège, si on payerait des portiques comme ça coûterait des milliers d'euros. Et avec les surveillants, ça prendrait 3 heures pour rentrer, quoi. Ah, c'est sûr qu'il faut se lever plus tôt, là. S'il faut attendre 1 heure au portique... Du coup, oui, c'est pour ça que, en fait, ça peut être compliqué d'installer des choses comme ça, quoi, parce que, par exemple, on n'a peut-être pas assez les moyens, etc. Tu en penses quoi, toi, qui te destines à une carrière politique quand tu seras plus grand? Je suis pas tout à fait d'accord, parce que des fois, il y a des écoles qui n'ont pas l'argent, déjà, pour le faire. Et je pense que c'est pas réalisable parce que déjà faut régler plein de problèmes autres plus importants
il y a plein d'écoles qui n'ont pas assez d'argent et ça prendrait trop de temps. Vous connaissez, vous, des camarades qui apportent des armes, des armes ou des trucs qui sont des armes, même s'ils s'en rendent pas complètement compte dans leurs affaires? Moi, il y avait un élève, il avait ramené un couteau suisse pour montrer à ses copains que il avait un couteau suisse. Et après, il avait ramené un faux pistolet, sauf que ça faisait marrer. Sauf que moi et mes amis, on allait le dire parce que on trouvait pas ça normal de ramener des armes comme ça, même si c'était joué. On trouvait pas ça normal d'en ramener à l'école. Merci de ces témoignages. Vous vouliez intervenir, je vous donne. Du coup, depuis tout à l'heure, on parle de la sanction. D'accord. Je pense que ce qu'a dit la demoiselle, c'est ça dépasse la sanction, ça dépasse le nombre de jours qu'il y a eu, mais c'est plutôt le flou qu'il y a eu autour de ça. Les élèves n'ont pas compris la situation. Si je me trompe, tu me le dis, mais je pense que c'est ça. C'est quand on ne sait pas, on imagine, et Dieu sait qu'on a de l'imagination à cet âge-là. Donc, elle me confirme. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce travail-là à faire. Oui, mais vous auriez peut-être pu communiquer sans incriminer l'enfant ou l'élève, de façon à ne pas laisser la rumeur enfler peut-être. Allez, une dernière intervention avant. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis professeure d'anglais. Moi, ce qui me choque un petit peu là, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de sanctions. On ne parle pas du tout de prévention, à part les portiques, qui effectivement coûteraient sans doute beaucoup trop cher à l'éducation nationale. Je pense que la priorité, c'est de mettre des éducateurs dans les établissements, ce qui n'est pas le cas. C'est de mettre moins d'élèves par classe pour qu'on puisse les aider à apprendre à vivre en communauté, leur apprendre les savoir-être et les savoir-faire. Mais voilà, ce qui est important, c'est la prévention, ce n'est pas les sanctions. Et je reprends un exemple. Ce matin, dans un collège de la banlieue de Rouen, il y a eu des fouilles de sacs par la police et les élèves de 6e ont été choqués. Ils étaient, pour certains, pas bien en rentrant en classe et ils se demandaient ce qui se passait. Donc plutôt développer l'aspect éducatif et ne pas se polariser sur l'aspect avec des adultes dans l'établissement, des assistants d'éducation évidemment, des médecins scolaires dont on sait qui sont là parfois une demi-journée dans l'établissement, des infirmiers, des infirmières, des assistants et des assistantes sociales. Voilà, ça, ce sont des personnels qui vont aider nos jeunes et qui vont aider nos jeunes à aller mieux parce que nos jeunes ne vont pas très bien. On va rester sur ce thème-là avec un angle plus centré sur le harcèlement. Avec toi, Romane Ludwig, la star des réseaux sociaux, qui a profité du Covid pour exploser avec des vidéos qui ont été vues des centaines de milliers de fois et qui témoigne et qui s'engage aussi, puisque ancien harcelé et aujourd'hui militant parrain de cette association. Qui essaye d'apporter du secours et de populariser cette question du harcèlement. On va se retrouver dans un instant sur le banc de la liberté. Vous nous expliquez ce que c'est que le banc de la liberté ? Alors, c'est le banc de l'amitié. Ah, de l'amitié, mais pardon. Effectivement, choisir ses amis, Ouais. c'est une liberté. C'est le banc de l'amitié. Et en fait, ce banc de l'amitié, il a été inventé par une élève aux États-Unis, si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années, qui se retrouvait toute seule sans amis et effectivement qui a décidé de créer un banc dans la cour d'école pour montrer en fait qu'elle était seule et qu'elle n'avait pas d'amis et montrer de façon significative, physique et matérielle qu'on pouvait venir la voir. Pour s'intéresser à elle, lui parler, et donc elle était plutôt prête à accueillir des nouveaux amis. Et donc c'est une façon effectivement pour un élève de montrer, de matérialiser le fait qu'il a besoin qu'on vienne lui parler et que les autres le voient. Et donc en fait c'est une belle initiative parce que ça fait confiance justement dans la générosité des enfants, spontanée, dans le fait que quand ils voient un des leurs qui est seul et qui est abandonné, ils vont aller spontanément vers eux. Et donc ça montre bien que le harcèlement n'est pas forcément un phénomène naturel chez les enfants s'il est bien prévenu et encadré. Tu veux dire un mot ? Déjà par rapport à ce qu'on vient de parler, par exemple le banc de l'amitié, moi dans mon ancienne école il y en avait un. Et ça avait assez bien marché, mais il y a des fois où ça marche pas parce que soit les gens ils voulaient pas aller voir les gens parce qu'ils trouvaient ça bizarre, ou encore aussi par rapport à ce qui est rajouté
des aides dans les écoles. Enfin, je pense que c'est assez, enfin, qu'on en a besoin pour certaines personnes, par exemple. Même si il y a le harcèlement déjà scolaire, mais il peut aussi avoir, par exemple, quand on n'ose pas se confier par rapport à des choses graves. Par exemple, sa situation familiale. Parfois, quand on essaie de se confier, c'est plus simple de se confier à l'école parce que on sait que c'est un extérieur, mais on peut en parler, on se sent confiance vu qu'on les voit quasiment tous les jours pour la plupart. Merci beaucoup de ce témoignage, il nous est très précieux. Un dernier mot ? Moi, je voulais dire que surtout quand on est harcelé ou qu'on a des problèmes familiaux, faut en parler tout de suite. Si tu le dis, c'est la clé de tous les problèmes, quoi. Eh bien, je vais rejoindre Romane sur ce fameux banc de l'amitié. On va ouvrir ce chapitre sur le harcèlement. Et Magali, après, nous fera un petit point général sur une question qui devient endémique dans l'éducation nationale. Bonjour Romane. Bonjour Michel. Bon, ravi de te voir. On peut se dire dessus, je pense, ouais, c'est bien. Donc, on va parler dans un instant de ton engagement dans une association qui traque et surtout aide ceux qui sont victimes du harcèlement, mais ça part d'une histoire réelle et de la tienne, c'est-à-dire que tu es un ancien harcelé, si on peut dire. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le dire. Mais c'est pas que la mienne, malheureusement. Ça aurait été que la mienne. Bon, ça aurait été dur, mais ça serait passé. Le problème, c'est que c'est un schéma qui se répète, que c'est un schéma que beaucoup d'autres vivent. Et c'est quand je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu n'était pas un acte isolé, mais que c'était quelque chose de très répété, qui était vécu par plein de gens sans même s'en apercevoir. Là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. T'es pas très vieux, mais il y a une dizaine d'années, quand c'est arrivé, finalement, on n'en parlait pas du harcèlement. Comment ça se passait ? C'est vrai que le mot harcèlement, c'est quelque chose le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, c'est des choses dont on a commencé à parler il y a quelques années, mais quand j'étais effectivement au collège, quand je vivais des jours compliqués, c'est vrai que c'était pas le mot qui était employé. On se disait tu te fais emmerder, tu te fais pas respecter, vous me biperez, éventuellement France 3 si besoin. Mais c'est ce qu'on me disait, sois un homme. On demande d'être un homme à un mec de 11 ans qu'on fout dans des poubelles tous les jours. Et pourquoi on te mettait dans les poubelles ? C'était quoi ? C'était ton physique, ta fragilité apparente Non, ça c'est toi qui le devines visiblement, mais... Non, oui, il y avait un petit peu de ça. Moi, on m'appelait Gollum parce que j'avais une tête bizarre. Bon, c'est vrai que quand tu grandis, l'avantage, c'est que il y a un peu plus de beauté hein. Non, visiblement pas. Si, mais après, ça décline. Mais bon, ah oui, ça, je suis pas encore au courant. Mais c'est sûr que j'avais une petite tête bizarre quand j'étais au collège. Et bon, de toute façon, quelqu'un d'un peu bizarre, un peu fragile, c'est plus facile à... Mais c'était une bande qui te harcelait, c'était les mêmes ou c'était un peu plus diffus ? Ça dépendait des fois. En fait, il y a eu un garçon qui a été vraiment mon pire cauchemar. Et le pire, c'est que ce gars était un de mes seuls amis. On se rend pas compte parfois que l'ennemi est tout proche. Parce que quand on a quelqu'un qui nous donne de l'attention, de l'affection, hein, d'une certaine manière, qui est présent, avec qui on passe quand même des bons moments par ailleurs, quand c'est cette personne-là qui nous fait du mal, on finit par se remettre nous en question. On se dit je dois pas être bien, je dois pas être assez drôle, je dois faire des trucs gênants. On disait beaucoup que j'étais gênant. Donc parfois, moi en tout cas, j'ai absolument pas réalisé que le problème venait de quelqu'un de très proche. Et tu en parlais à qui ? Tu n'en parlais à personne ? À tes parents ? À personne. Et puis surtout, t'avais honte ? Non, c'est même pas tant ça. C'est que ça me paraissait même pas anormal. C'est ça le souci. Ça, c'est un des problèmes qu'on retrouve beaucoup dans le harcèlement scolaire, c'est que j'avais l'impression que en gros, c'était pas de chance. C'était pas de chance. Je me faisais un peu humilier, un peu bousculer, un peu violenter. Pas de bol, c'est tombé sur toi aujourd'hui, c'est tombé sur un autre hier, ce sera un autre demain. Et c'est une situation qu'on finit par accepter parce que c'est trop dur de la combattre. Déjà parce que c'est dur de la réaliser. Le jour où j'ai rencontré des gens, des amis qui étaient dignes de ce nom, ça s'est pas produit vraiment avant le lycée, qui est donc un moment où les gens sont un peu plus vieux, donc un peu plus matures. Donc en changeant de cadre, en passant du collège au lycée. Ça, et je crois que je suis vraiment pas le seul à avoir eu ça. Et puis je pense qu'il y a aussi dans le fond un vrai problème d'empathie. C'est-à-dire que les gens autour de moi ne se rendaient pas compte que je vivais un cauchemar, comme je me rendais probablement pas compte des autres personnes autour de moi
qui en vivait un aussi. D'où ton engagement aujourd'hui dans une association qui essaye de porter secours aux harcelés. C'est ça, parce que je veux plus rester là sans rien faire et accepter qu'il y ait des personnes qui souffrent en silence. Un des problèmes majeurs du harcèlement, c'est de ne pas réussir à mettre un mot dessus. Des fois, on met des années avant de se dire, mais en fait, ça allait pas du tout, c'était totalement problématique. Et on peut se rendre compte avant, on peut agir avant, et on peut surtout ne pas minimiser ce qu'on vit. Merci Romane de ce témoignage. On va rejoindre le plateau. Magali, est-ce que vous pouvez nous faire un point, un focus sur la question du harcèlement à l'école ? Oui, Michel, le harcèlement, il peut prendre plusieurs formes. Du harcèlement physique, des violences physiques, verbales, psychologiques, des faits qui se passent dans les cours d'école, mais qui peuvent parfois se poursuivre sur les réseaux sociaux ou même commencer sur les réseaux sociaux. C'est le cyberharcèlement. Alors, enseignement privé, public, tous les élèves sont concernés, de l'école au lycée. On considère que 3% des écoliers et des lycéens sont harcelés, mais c'est surtout au collège que les faits sont les plus nombreux, environ 5% des faits recensés. Ils sont liés au collège, ces phénomènes, à une dynamique de groupe, le phénomène de la bande qu'on connaît bien. Alors derrière ces pourcentages, il ne faut jamais l'oublier, il y a des vies qui peuvent basculer. La réalité, elle est simple, il y a au moins un enfant dans chaque classe qui est aujourd'hui harcelé. En 2024, on estime que 611 000 enfants ont été harcelés en France. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le harcèlement des adultes. On va penser à cette directrice d'école dans le Cantal. Elle a été victime de harcèlement et d'insultes homophobes qui ont été écrits sur les murs de son école, qui ont été envoyés dans sa boîte aux lettres. Elle a mis fin à ses jours, le jour même de la rentrée scolaire. Elle avait alerté sa hiérarchie, elle avait même déposé plainte. Sa compagne regrette aujourd'hui le manque de soutien de sa hiérarchie. Oui, donc c'est la preuve que seuls les enfants ne sont pas harcelés, mais que ce harcèlement peut aussi toucher des adultes. On va voir là deux témoignages, un indirect et un plus direct. Anthony, vous êtes le père de 4 enfants, dont Esteban, 13 ans, qui a été harcelé. Alors en quelques mots, racontez-nous comment vous l'avez découvert, comment l'institution a réagi et les conclusions que vous en tirez. Alors, découvert, c'est un soir lorsque je suis séparé de la maman de mes 2 premiers enfants. Et j'ai mon fils au téléphone, il devait être 19h. Tout se passe bien et à 21h, il m'appelle et il n'est pas bien, il a mal au ventre, il ne sait pas s'il va aller à l'école demain. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit papa, tu sais, dans mon sac à dos, j'ai retrouvé une chose au fond de mon sac, ça sent pas très bon et je sais pas ce que c'est. Bon, je lui dis écoute, envoie-moi des photos. J'étais en train de travailler, je dis envoie-moi des photos. Il m'envoie des photos et je vois indiscrètement directement dans le sac. Et là, il se met directement à pleurer. Il me dit bah papa, en fait, faut que je t'explique. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'en fait, mes copains, mais c'est un jeu, on rigole, on s'amuse, ils me tapent dessus, etc. Donc je prends le sujet à cœur. J'envoie directement un mot au rectorat, au professeur, à tous les membres du collège. Je leur demande de prendre ça au sérieux, hein, parce que il avait eu quelques petits soucis auparavant. C'est un enfant qui est un petit peu perturbé aussi et que dans l'établissement il se faisait beaucoup harceler. Je ne pouvais pas dire ce mot-là avant, mais je l'ai su ce soir-là. Et en fait, il a craqué, hein, et il m'a dit qu'il voulait mettre fin à ses jours, etc. Donc c'est là où on a pris le sujet à cœur. Et donc c'était vraiment un excrément qui était mélangé avec du tabac à chicha. Et on s'est retrouvé aussi que ces dossiers, ces livres, etc. étaient remplis de pipi, en fait. Et en fait, il ne vous en aurait pas parlé, vous vous en seriez pas aperçu. C'est-à-dire qu'il y a, j'imagine, la culpabilité après coup qui a dû être la vôtre. Alors, il m'en a parlé après, puis après, il s'est livré directement. Donc, j'ai su tout ce qui s'était passé depuis 4 ans, hein, mais j'ai pas vu du tout. Alors, faut dire qu'il a 13 ans et aujourd'hui, il se lave tout seul dans la salle de bain. Donc, j'ai pas vu que sur son corps, il avait quelques ecchymoses, des bleus. Il m'a tout expliqué par la suite. Et c'est vrai qu'en tant que papa ayant 4 enfants, on culpabilise, on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation. On en parlait avec Romane tout à l'heure. Quelquefois, les harceleurs ne savent pas qu'ils sont harceleurs, mais les harceleurs n'ont pas pleine conscience non plus. Là, c'est pas exactement le cas. Mais... Ah non, des fois, on n'a absolument pas conscience d'être harcelé parce que justement, nos harceleurs sont nos amis, sont des gens qui sont importants pour nous, qu'on n'a pas envie de perdre. On se dit que c'est un jeu et on se dit qu'en rire fera juste qu'on sera encore mieux dans le groupe.
Le véritable harcèlement qui est dangereux, c'est celui qui est invisible. C'est le cas de celui de votre fils, c'est celui qu'on ne voit pas parce que lui-même n'a pas conscience de la portée, de la gravité de ce qu'il vit. Peut-être que ses amis non plus n'en ont pas forcément conscience, ou en tout cas pas totalement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu virulent mais que les autres autour suivent un peu gentiment. Peut-être qu'il y a des gens autour qui le voient mais qui ne le voient pas trop. Peut-être des profs ont vu des choses et n'ont pas trop osé parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses à gérer. Je pense qu'on demande à n'importe quel élève en France aujourd'hui, est-ce que c'est bien le harcèlement scolaire? Il va te dire non, le harcèlement scolaire c'est pas bien. Tout le monde est pour la paix et contre la guerre. Le problème c'est que y a des harcèlements qui sont invisibles et aussi pour ceux dont les auteurs. Eliane, vous avez été, vous, harcelée lorsque vous aviez 16 ans. Vous étiez en 3e pro. C'est devenu aussi un combat maintenant. C'est devenu un combat parce que je me suis posé 2 questions. Soit je reste dans cette incompréhension toute ma vie, et c'est des choses qui marquent chaque personne un jour qui a été victime de harcèlement, c'est à quel point ces choses qui peuvent être destructeurs. Ou soit j'essaie justement d'utiliser cette expérience négative en expérience positive, justement en essayant d'intervenir dans les établissements pour raconter mon histoire et aussi échanger avec les jeunes. Alors j'en profite aussi parce que mon âge est pas très loin des collégiens et lycéens, et peut-être parce que aussi la parole elle peut être aussi plus simple pour qu'on puisse échanger ensemble, raconter mon histoire et surtout leur montrer que de par mon histoire, le harcèlement c'est pas une fatalité. Je sais que c'est difficile à dire quand on voit qu'il y a des jeunes qui mettent encore malheureusement fin à leur jour aujourd'hui, mais leur montrer aussi que si on en parle, si on dénonce, en sachant que dénoncer c'est pas balancer, c'est pas poucave, c'est pas quelque chose de péjoratif, mais c'est protéger, aider un camarade qui n'irait pas bien, c'est plus que positif, et c'est comme ça qu'on arrivera à tourner la page. Tu as levé la main tout à l'heure. Oui, c'était pour parler en fait. À mon école, un jour, il y avait une personne qu'on côtoyait pas forcément, et un jour il est venu nous voir, il disait qu'il était pas bien, il se sentait vraiment mal, il supportait plus rien et il voulait fuguer, et donc on comprenait pas, on lui demandait pourquoi, il nous répondait pas, et donc il voulait pas aller voir les profs, mais on voyait qu'il était pas bien, donc un jour on allait le dire parce qu'on voyait que ça le touchait, il supportait plus, et en fait et après il voulait pas le dire, et après avec quelqu'un qui voyait qu'il avait confiance, il a tout raconté, et en fait il y avait beaucoup d'élèves, enfin pas beaucoup, mais il y avait des élèves qui l'embêtaient, et c'était trop pour lui, il supportait plus, donc il en avait marre en fait. Et vous maintenant, vous êtes sensibilisé à ça? C'est-à-dire si vous voyez un groupe d'enfants qui s'en prennent à un autre, vous prévenez les adultes autour de vous? Oui, mais des fois ça peut partir juste d'une... Il y a un truc que tu fais mal, on commence à parler de toi, et sauf qu'au début c'est pas méchant. Oui, on se moque un peu gentiment. Et après ça devient lourd. Et au final ça finit en harcèlement sans savoir. Au bout de quelques fois ça devient vraiment lourd. Et par exemple j'ai un copain, en début d'année, il s'était fait harceler. Et il me l'a dit qu'en milieu d'année dans le car, on allait au sport. Et là, il me dit, je me suis fait harceler. Et en début d'année, on lui tirait les cheveux, on le tapait. Et ça, il ne nous le disait pas. Et après, il a attendu que ça se calme. Et voilà. Alors, il y a ce harcèlement à l'école, Romain, mais il y a aussi, je disais tout à l'heure que tu étais une star des réseaux sociaux, il y a cette ambivalence des réseaux sociaux. C'est-à-dire à la fois, c'est la meilleure des choses quand c'est incarné par toi, que ça donne du plaisir pendant le Covid, etc. Mais c'est aussi un des vecteurs de harcèlement. Et là, la communauté, elle est complètement impuissante, puisque ça peut prendre son origine à l'école, mais ça se déploie le soir sur les portables, quoi. On est tous dans l'impuissance là-dessus. Bien que e-Enfance, l'association dont je suis fier d'être le parrain, a mis en place plein de choses, notamment, je le dis, je le répète, par exemple, les photos peuvent être supprimées. On pense souvent qu'une photo, une fois qu'elle est sur Internet, on n'en a plus le contrôle. e-Enfance a la capacité de les supprimer, n'hésitez pas à les contacter. Par contre, il y a quelque chose qui est réel, c'est qu'on n'arrête pas de dire, et à juste titre, parlons-en, il faut en parler. Et déjà, il faut en avoir conscience. Il faut se dire que la situation est suffisamment grave. Des fois, on se culpabilise même d'être une victime. Donc c'est très effectivement mignon de dire ah, parlons-en, on va en parler, c'est chouette, on est sensibilisé à ça, on va avoir... Il y a quand même un problème systémique de violence, et qui pour moi prend aussi
sa source sur les réseaux sociaux où la violence, elle est extrêmement banalisée. En début d'année, il y a un streamer qui est décédé en live devant la caméra, devant des centaines de personnes qui payaient de l'argent pour voir ça. Et c'est bien la preuve qu'il y a un problème de violence monstrueux. Le harcèlement tue, c'est pas juste quelque chose dont on peut s'en parler, et c'est chouette effectivement de créer de l'empathie autour de ça. Le harcèlement est un sujet extrêmement grave et qui prend sa source sur les réseaux, continue sur les réseaux. Donc quand on se demande à mettre des portiques aux établissements pour empêcher qu'il y ait des couteaux qui rentrent, effectivement c'est une question qui peut se poser, elle est peut-être pas inintéressante, mais le véritable danger, le véritable couteau, il est dans la poche des enfants depuis des années. Il y a un numéro que vous avez initié pour justement être un recours. Et quelle est votre position? Parce que l'éducation nationale, elle est très ambivalente. À la fois, elle se pose la question de on interdit les portables. En même temps, s'il n'y a plus de portables, il n'y a plus de pronotes. Et on distribue des iPads, et à juste titre d'ailleurs, à mon sens. Mais ça veut dire qu'il faut aussi une éducation aux réseaux sociaux, une éducation à Internet? Oui, c'est assez complexe. L'éducation nationale, elle a affaire avec le numérique depuis longtemps, hein, parce qu'il y a aussi tout l'équipement numérique de l'école et qui sert à apprendre. C'est vrai que pour les parents, c'est pas forcément très clair et qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas une doctrine très claire, en fait, arrêtée et unique au niveau de l'éducation nationale. Il y a les favorables, ceux qui ne le sont pas. Il y a les outils numériques, ceux de pronotes, les groupes WhatsApp qui sont créés par les professeurs, les parents qui ne veulent pas acheter un smartphone trop tôt à leur enfant, mais l'école les pousse à le faire. Donc on voit bien que c'est pas très clair et c'est vrai que même les parents les plus courageux pour dire je vais retarder l'équipement portable, disent en fait c'est l'école qui m'oblige à acheter et à équiper mon enfant parce que je dois le connecter. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Maintenant le vrai problème il vient quand même et Roman l'a dit, des réseaux sociaux, hein, qui permettent quand même de se faire circuler sur leur réseau un certain nombre de contenus, de chaînes qui non seulement laissent se faire mais qui vont favoriser la violence, favoriser l'humiliation en direct, donc favoriser le harcèlement qui va rendre ça populaire, qui va rendre ça payant. On peut gagner de l'argent, c'est ce qui s'est passé récemment en se faisant harceler devant tout le monde. Donc ça c'est quand même un vrai problème de société et quand on pousse ce type effectivement de phénomène, alors pour les plus anciens d'entre nous ça rappellera des films comme Le Pré du danger où on voyait des gens effectivement quelqu'un être tué en direct, on en est quand même pas très loin. Donc ça c'est vrai que c'est quand même aussi de la responsabilité de ces réseaux sociaux qu'il faut impérativement aussi cadrer et réguler un peu plus que l'école, je pense. Sur cette question oui, donc moi, du coup, en tant que CPE, je suis forcément confronté à des cas de harcèlement, pas tous les jours, mais bon, toutes les semaines. Voilà, on est forcément membre aussi de l'équipe phare, le dispositif phare qui a été déployé dans les collèges et les lycées. Et puis, sur la question des réseaux sociaux, effectivement, en fait, nos jeunes ne connaissent pas les dangers des réseaux sociaux au moment de leur inscription. Il n'y a pas du tout de pédagogie. On ne leur apprend pas à s'en servir. On les équipe, on leur donne plein de choses, mais on ne leur apprend pas à s'en servir correctement à l'école. Et les adultes non plus ne savent pas s'en servir correctement. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'éducation de réseaux sociaux. Les personnes les plus violentes sur Internet, c'est pas des ados, hein. Moi je reçois des commentaires partout sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Les pires c'est les darons sur Facebook. Ils sont d'une violence. Les Bernard, les Sylvie, c'est les pires personnes sur Terre. Donc non vraiment. Merci de ne pas avoir dit Michel. C'est un plaisir. À vous. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Ce que vous dites, c'est qu'en premier lieu, il faut surtout éduquer les parents, éduquer les adultes sur tout ce qui est réseaux sociaux et qui puissent aussi après éduquer leurs enfants à utiliser l'outil numérique parce que c'est une vraie catastrophe, on va dire, globale, mondiale même. Et effectivement, sur les questions de harcèlement, je sais que l'éducation nationale essaye de mettre en place des formations. Nous, c'est pareil. Un parent peut tout à fait se sentir démuni par rapport à des cas de harcèlement que son enfant peut subir. Ils n'ont pas forcément les réponses à apporter à leurs enfants ou savoir quoi faire. C'est quasiment impossible d'éduquer aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont mis à jour en permanence. Les réseaux sociaux sont la propriété de multimilliardaires. Alors il faut aussi et pas de l'État.
Par contre, ce que l'État possède et sur la chose sur laquelle l'État peut agir, c'est les établissements scolaires, c'est le personnel scolaire. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, on peut interdire les téléphones autant qu'on veut, on peut les mettre dans des pochettes, on peut les mettre dans une boîte et les jeter dans la mer si on a envie. Et d'ailleurs, interdisez quelque chose à un adolescent, vous allez voir, ça marche très bien. Ça n'a aucun intérêt, mais il y a vraiment un problème de moyens. Et donc, moi, je trouve ça très mignon de créer des programmes et de vouloir éduquer les enfants à comment est-ce qu'on utilise Instagram. C'est adorable, c'est cute de ouf, vraiment, c'est chou. Mais mettez la thune dans les écoles, arrêtons de supprimer des postes. Le harcèlement est aussi un sujet qui se traite au cas par cas. Et quand des profs ont des classes de 40 élèves, comment voulez-vous faire du cas par cas? Quand un élève a un problème et que déjà lui-même n'arrive pas à se l'avouer, à se rendre compte lui-même qu'il a un souci, comment voulez-vous qu'il ose un jour en parler à un professeur qui est complètement démuni face à aussi un système qui bouge en permanence? Et comment le prof peut même le remarquer, puisque accablé par, en effet, à la fois des classes trop chargées et sans doute pas assez individuelles. Juste, alors on ne va pas ouvrir le grand débat sur jeunesse et réseaux sociaux, mais là je m'adresse aux profs. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent quand même que les capacités d'attention des enfants et des adolescents ont été extrêmement modifiées et sont percutées par un usage addictif du portable, du numérique et des réseaux. Sans doute, c'est toute la contradiction aussi à laquelle on est confronté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire comme si on vivait encore à l'époque du tableau noir, et du cahier et simplement du stylo. Et en même temps, on est bien obligé de constater qu'il y a des questions à la fois de troubles cognitifs, d'attention, etc. Mais c'est un vrai enjeu sanitaire. Et à nouveau, c'est une question qui se pose à l'école, mais qui se pose aussi largement en dehors de l'école. Quelque chose qui nous rattrape, qui nous dépasse aussi. Et je crois que ça vient d'être très bien rappelé. Une heure de cours dans un collège ou un lycée, ça dure 55 minutes. On a 30 ou 35 élèves par classe, c'est forcément extrêmement difficile d'aller sur quelque chose d'individualisé pour les élèves. Donc la question des moyens, elle est absolument fondamentale. Et quand je parle de moyens, je parle bien de moyens humains. Petit tour là des enfants, mais rapidement. Et puis on demandera à Magali de faire un point sur ces dispositifs que l'institution scolaire met en place. Une fois, il y a une élève, elle est venue se plaindre. Elle disait qu'elle se faisait harceler sur les réseaux sociaux, surtout WhatsApp, les groupes WhatsApp. Bah, pour moi, faut pas être dans des groupes WhatsApp. Tes parents, ils t'interdisent d'y être, ou c'est de toi-même que tu n'y es pas? Mes parents m'interdisent et je pense que j'y serais pas même si j'avais le droit. Et toi? Moi en fait j'ai pas de téléphone portable tactile. En fait je trouve c'est mieux parce que même si bon des fois on est triste de pas pouvoir faire comme les autres, tout ça, c'est mieux que on se dise qu'on a un avantage, que nous au moins on n'est pas harcelé. On pourra recevoir toujours des messages méchants, mais en fait ça nous donne envie d'en avoir un au collège, mais faut mieux ne pas en avoir jusqu'à temps qu'on sait que on ne maîtrise jamais la situation, mais qu'on puisse quand même s'en servir entre guillemets, en fait. Tu voulais intervenir? Nous, ça a été bien. Jusqu'à il y a un jour un élève, en fait, il était pas bien, il avait des problèmes mentaux parce qu'en fait, depuis des années, il se faisait harceler. Et en fait, il fuyait de l'école, il jetait plein d'objets, des fois des ciseaux, plein de choses en classe. On a déjà appelé des fois les pompiers, la police, il les giflait, il était violent et ça, envers lui-même et nous. Et ça nous a tous un peu rendu très tristes. Et depuis, ça a marqué la mémoire. Et même notre prof, il était en arrêt maladie, c'était trop pour lui. Donc ils avaient changé d'établissement. Et aussi parce que sa famille, elle faisait rien du tout. Et donc il est dans une autre famille, mais ils ont changé d'établissement. Et j'espère qu'ils font d'autres choses pour lui parce que quand même, c'était très dur. Un petit mot, rapidement. Certes, moi, j'ai connu quelqu'un qui a eu des problèmes à l'école. Il ou elle se faisait harceler, mais je sais qu'elle regarde, il ou elle regardait beaucoup tout ce qui était réseaux sociaux, tout ça. Mais elle pensait que la personne pensait que ça lui faisait du bien. Mais en fait, tout ce que ça faisait, ça cachait la chose, mais ça la réparait pas vraiment. Par exemple, moi, j'en ai eu une période où j'étais comme ça, et moi, je m'en suis rendu compte quand même assez rapidement. Je le savais que, Roman? Oui, Michel, excuse-moi, j'ai ma voiture garée en double fil.
Du coup, il faut que je file parce que sinon je vais me prendre un PV. Pour le coup, j'ai pas les moyens. Il y a toute ma thune qui est partie dans les cheveux. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Michel. Bah, une fois, il y a quelqu'un qui vient, il me dit, j'arrête pas de... qu'il a des gens qui m'insultent. Moi, je lui dis tout aux maîtresses, il dit, non, je peux pas, et tout et tout. Et un moment, après, moi, je lui dis, si ça va pas, tu leur dis, t'arrêtes parce que sinon, tu vas le dire. Mais après, je le vois, il a mal au ventre. Et puis, après, je lui dis, va le dire aux maîtresses encore, mais il veut toujours pas, donc Et toi, tu es pas allé voir la maîtresse pour lui raconter que ça allait pas? Si, après je l'ai dit à la maîtresse et ils ont dit si ça va pas, viens le chercher. Et puis après, ses parents ils viennent le chercher. Merci de ce témoignage. On a parlé de ce dispositif phare, c'est un peu ce que l'Éducation nationale essaye de mettre en place. On sait que c'est un enjeu qui la dépasse, mais au moins, ça mérite d'exister. Il y a des outils, Michel. Ils sont là, on ne peut pas le nier. L'éducation nationale part du principe, évidemment, que pour que le harcèlement cesse, il faut que la parole se libère. Et on l'a entendu au travers de tous ces témoignages. C'est peut-être ça le plus difficile. Réponse principale de l'éducation nationale, le dispositif phare. Il a été créé en 2021. Il a été généralisé aux collèges et aux écoles en 2022, puis étendu au lycée en 2023. Alors, dans chaque établissement, il y a un référent ou des référents harcèlement. Ça peut être une infirmière, un enseignant, un membre du personnel, en tout cas un adulte. Et cet adulte, il est en charge d'effectuer les signalements, de recueillir des témoignages, de les faire remonter aussi. Et dans certains collèges, il y a des élèves ambassadeurs. Et là, c'est important puisque c'est peut-être plus facile pour un enfant de se confier, de se livrer à un autre enfant. Eux-mêmes, ils sont en charge d'animer des ateliers, de faire des vidéos, en tout cas de parler du harcèlement auprès de leurs camarades. Autre réponse, on en a déjà un petit peu parlé, c'est ce numéro d'appel national, le 3018, qui est en partenariat avec l'association e-enfance. Ce numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler si vous êtes témoin, parent, enseignant, enfant. En fait, tout le monde peut s'en servir de ce numéro de téléphone. Ce sont des psychologues, des juristes qui répondent aux appels. Mais il faut savoir que cette année, le 3018 a été composé plus de 500 fois par jour et qu'il manque d'écoutants pour répondre aux appels. Là aussi, il faudrait davantage d'effectifs. Et puis, je voudrais rappeler, Michel, ce qui n'est pas anodin, à savoir que le harcèlement, c'est un délit en France et qu'il est passible d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 10 ans et 150 000 € d'amende si la personne, la victime, se suicide ou fait une tentative de suicide. Donc, vous voyez, des outils, il y en a. Des moyens humains mis en face, peut-être pas. Je serais curieuse d'entendre l'avis de nos invités là-dessus. Vous voulez intervenir? Allez-y. Alors nous, on est représentante des parents d'élèves dans cette école, à Rosa Parks. Du coup, déjà, en tant que représentant de parents, il y a des parents qui viennent nous voir pour leurs enfants. Nous, on explique aussi à nos enfants, ils savent que s'ils sont témoins ou victimes, ils peuvent venir nous parler. Et nous, on peut retransmettre aux équipes scolaires et scolaires de l'école, aux adultes de l'école. En général, ils sont très réactifs à l'école. Tout le monde travaille ensemble. Il y a eu un gros cas il y a 1 ou 2 ans qui avait dégénéré sur les réseaux sociaux, donc en dehors de l'école pendant une période de vacances scolaires. Et du coup, il a été mis en place des ateliers de sensibilisation dans la classe pendant 6 mois, je crois. Jusqu'à la fin. Pendant quelques mois. Et ça a été efficace? Oui, puisqu'on n'a plus entendu de choses aussi graves depuis. C'est vrai que c'est important que les enfants puissent avoir un adulte de référent, que ce soit un parent, que ce soit... Et que, tout le monde aille, et que tout le monde aille dans le même sens. Et le manque de moyens humains, il est réel, quoi. Allez, on va peut-être finir sur un témoignage de jeunes. Alors moi, en fait, dans mon collège, on a ce qu'on appelle la médiation. Donc c'est régler les petits conflits sans punition. Et c'est les élèves eux-mêmes qui gèrent les conflits, enfin qui gèrent la médiation. Alors qui est le médiateur? Comment ça se passe? Raconte-moi. Alors déjà, il faut recruter les médiateurs
ça c'est les former. Donc on commence par décrire les faits. Donc en aucun cas on doit se moquer ou juger. Ensuite, on demande le besoin, par exemple, enfreint par le conflit de chacun. Donc par exemple le besoin de sécurité. Ensuite, on parle des émotions. Enfin, je ne sais pas si c'est le même ordre, mais ensuite on parle des émotions. Ensuite, on trouve une solution. Ensuite, il y a un accord. Par contre, il y a une règle. Si par exemple c'est des rumeurs. Donc là, on peut aller en parler, mais avec l'autorisation des médias. Par contre, si c'est une situation de danger, donc harcèlement menant au suicide, ou si c'est un délit par exemple, là, on prévient les médias et on va voir un surveillant parce que ça peut vite dégénérer. Parce que le problème, c'est que les petits conflits, c'est mon avis, les petits conflits, souvent, ça se transforme en gros harcèlement, le plus souvent. Donc ça permet de régler ce genre de choses. Donc on a intérêt à les détecter à temps avant que les petits deviennent gros. C'est ça. Et tu as participé déjà à cette médiation, toi? J'ai été formée en fin d'année dernière. Et du coup, on attend toujours les premières séances parce que c'est pas encore mis à jour. Pour cette année, ce n'est pas encore mis à jour la médiation. Voilà, écoute, ça va être le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci au maire de Rouen de nous avoir accueillis. Merci évidemment à l'école Rosa Parks de nous avoir prêté un cadre aussi, aussi inspirant, j'allais dire. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne année scolaire, évidemment.